sang pour sauver des vies. C'est le cri du cœur du Centre national de transfusion sanguine dans ce journal. Le sang manque en ce moment et les responsables de la banque de sang au centre hospitalier universitaire Yalgado Ouédraogo à Ouagadougou appellent au secours. Aujourd'hui, 14 juillet, grand défilé militaire sur les Champs-Élysées pour la première fête nationale française du mandat d'Emmanuel Macron avec Donald Trump comme invité d'honneur. Une célébration dans un contexte de tension internationale. Le drame du 14 juillet 2016 à Nice est encore dans tous les esprits. Un anniversaire célébré également en Turquie avec le putsch manqué qui a connu une purge sans précédent. Bonjour à tous et bienvenue aux actualités de la mi-journée de l'appétit si vous êtes à table. La demande en sang n'est pas encore à sa période de pic que déjà dans des formations sanitaires au Burkina Faso, des malades perdent la vie par manque de sang. Selon les médecins, l'offre en sang est insuffisante et se fait même rare. Au dire des responsables de la banque de sang au CHU Yalgado Ouédraogo à Ouagadougou, qui lance un SOS. La situation en chiffres, la demande journalière est actuellement de 100 à 150 poches contre une offre de 70 poches. Il faut donc du sang pour sauver des vies. Non Bakouda, Zalissa Sanfo. Banque de sang. Nous sommes à l'hôpital Yalgado Ouédraogo et toutes ces glacières attendent désespérément d'être approvisionnées en sang. Et pour chaque glacière qui repartira ici vide, c'est l'espoir de sauver une vie qui s'évanouit. Mais des glacières qui repartent vides, depuis quelques semaines, on en compte des dizaines chaque jour. Il y a rupture de sang. On a une demande donc journalière qui s'évalue donc autour de 120 à 150. Et le taux de satisfaction, c'est autour donc de 70 poches par jour. Donc en termes donc, de statistiques, le taux de satisfaction donc, des besoins transfusionnels donc, au centre hospitalier universitaire Yalgado Ouédraogo ici se situe autour de 50 à 60%. Un tour dans les différents services et les histoires liées à cette rupture de sang vous glacent le sang. Il nous arrive très fréquemment que le patient, une fois sur la table d'intervention, on nous dise qu'il n'y a plus de sang. Puisqu'il faut attendre d'entrer le patient et ensuite d'aller chercher le sang à la banque de sang. Et quand on dit qu'il n'y en a pas, ben on est obligé de lever le patient et de le faire remonter dans le service. Et c'est reparti pour une semaine minimum d'attente. Pratiquement les 2 derniers jours, il y a eu des décès effectivement qui sont survenus par manque de sang. Et pour le professeur Thiba, dans le service qu'elle dirige, la maternité, cette raréfaction de sang se passe de tout commentaire. En matière de besoins non couverts, on a environ 2 tiers des besoins qui ne sont pas couverts. Qu'est-ce qu'on fait? On pallie à l'urgence et on compense avec les médicaments, tout en sachant que les médicaments ne peuvent pas compenser le besoin en sang. Des morts qui se comptent déjà. Pourtant, ce n'est pas encore l'heure de la grande demande. Et tous ici craignent le pire dans 1 ou 2 mois. Alors il lance un SOS. Il faut que chacun y mette donc du sien. Je donne mon sang aujourd'hui pour qu'on sauve autrui. Demain, on n'en sait jamais. Ça peut être donc moi, mon enfant ou bien ma femme. Il faut que chacun vraiment y mette donc du sien en donnant son sang au moins une fois, voire donc 2 fois par an. Ce serait donc suffisant pour nous éviter donc certaines situations dramatiques. Cette seule banque de sang ravitaille environ une centaine de formations sanitaires à Ouagadougou et dans les environs. Selon le directeur de ce centre, si seulement 1% de la population burkinabé donnait régulièrement son sang, plus jamais personne ne mourra au Burkina Faso par manque de sang.
Autre point de l'actualité, le gouvernement burkinabé affiche ses ambitions pour la formation technique et professionnelle, des ambitions pour des effectifs plus importants dans ces filières professionnalisantes et qui auraient pour conséquence directe une main-d'œuvre plus qualifiée. Le futur plan d'action d'orientation couvrant la période 2017-2020 devrait faire la part belle à ces aspects. Les débats sont ouverts à l'occasion de l'élaboration de l'avant-projet de rédaction de ce nouveau référentiel de la formation technique et professionnelle. Moussa Ouedraogo ou Moussissé. Accroître la main-d'œuvre qualifiée et surtout les effectifs dans les filières professionnelles et techniques, c'est l'enjeu de cette rencontre. Les acteurs du système éducatif veulent se donner une feuille de route pour la période 2017-2020. Et ce matin, c'est avec plaisir que nous avons conduit ces travaux. Et maintenant, l'étape suivante, c'est que la commission qui a travaillé sur le document puisse intégrer l'ensemble des amendements, donc des différentes parties, afin d'avoir un document final donc, qui va s'étendre jusqu'en 2017-2021, afin que nous puissions pouvoir former les jeunes burkinabés, afin qu'ils aient un métier. Au cours de cet atelier, les participants, tous acteurs des filières de l'enseignement technique et professionnel, vont échanger avec le comité en charge de la rédaction du plan d'action, ainsi que les partenaires techniques et financiers. Le choix est clairement fait par les hautes autorités de passer d'une logique d'offre de formation à une logique pilotée par la demande. Et la demande, elle est fournie par les secteurs économiques, je veux dire les entreprises. Et nous entendons bien jouer notre partition en aidant à identifier donc, les besoins de formation. La mise en œuvre du nouveau plan d'action et d'orientation devait coûter environ 200 milliards de francs CFA. Cette action devrait permettre de booster les effectifs de l'enseignement technique et professionnel à 16% en 2020 contre 3,4% en 2015. Et l'on reparle de cette nouvelle réglementation sur la police d'assurance en vigueur depuis le mois de mai dernier au Burkina Faso. Les assurances vie contractées lors des prêts bancaires ont vu leur tarification passer du simple au triple au moins, puisque cela varie selon l'âge de l'emprunteur. Le manque de communication sur le sujet fait réagir la Ligue des consommateurs du Burkina Faso qui cherche à comprendre davantage le pourquoi de la nouvelle donne auprès des assureurs. Le point des échanges avec Moussa Ouedraogo et Omar Zombri. D'un côté, Simon-Pierre Gwem, président de l'Association professionnelle des sociétés d'assurance du Burkina, et de l'autre, Gilbert Iensomda, président de la Ligue des consommateurs du Burkina. Au cœur des échanges, le nouveau tarif de l'assurance vie. Une rencontre voulue par la Ligue des consommateurs pour mieux comprendre pourquoi certains clients des banques ont vu les frais de leur assurance vie grimper lors de la contraction des prêts bancaires. Pour l'association des assureurs, les propos sont un peu nuancés. On ne parle pas d'augmentation, mais plutôt de réajustement afin de se conformer à la réglementation régionale. Les jeunes vont constater qu'ils payent moins cher aujourd'hui que ce qu'ils payaient. Mais la personne qui est âgée au-delà de 40-45 ans en allant va payer plus cher que ce qu'il payait avant. Cette réglementation est en vigueur depuis 2012 dans les pays membres du CRCA, la Commission régionale du contrôle des assurances. Pour Simon-Pierre Gwem, sa mise en application a été sans cesse reportée à cause du contexte sociopolitique de l'époque. Pour le représentant du ministère de tutelle des sociétés d'assurance, le ministère des Finances a ordonné l'application de cette réglementation pour établir le juste prix. Les tables de mortalité en vigueur depuis 2012 n'avaient pas connu d'application. Chose que nous avons dans nos observations et injonctions alors imposées aux compagnies de faire respecter le juste prix. Parce que quelque part aussi, il faut que les compagnies soient à même d'indemniser en cas de sinistre, comme je l'ai tantôt dit. C'est le 1er mai dernier que les sociétés d'assurance ont commencé à appliquer la mesure du CRCA sans informer au préalable les consommateurs, ce qui n'est pas du goût de leurs représentants. Nous savons maintenant les conditions dans lesquelles nous nous endettons et donc nous allons réfléchir et voir s'il est nécessaire de continuer de le faire. Nous constatons que les assurances ont été obligées de faire
ce qu'elles ont fait. Défaut de communication donc, ont conclu les participants à cette rencontre et au président de l'association professionnelle des sociétés d'assurance de faire son mea culpa pour ne pas avoir fait passer le message auprès des consommateurs. Toutefois, Simon Gwem dit vouloir rectifier le tir à travers une campagne d'information. Et la période de cette saison des pluies qui rime avec inondation dans le Sahel s'ébat à les pieds dans l'eau ce 12 juillet. Des maisons effondrées, faisant plus d'1 millier de sinistrés à Seba, mais aussi à Bougoubiel. Les eaux seraient venues de Bani, nous disent Martin Ouedraogo et Joseph Bambara. Seba, la capitale de la province du Yaga, a les pieds dans l'eau. Depuis ce 12 juillet, cette ville a vu déferler une quantité inhabituelle d'eau. Selon certaines sources, ces eaux seraient venues de Bani dans la province d'Isseno et ont fait déborder le Yali, un cours d'eau de Seba, ce qui a fait de nombreux sinistrés. Tout est inondé, donc c'est tout le quartier même qui est parti. Donc nous, on ne pouvait plus faire quelque chose, c'est les gens maintenant qui étaient là qui sont en train de faire sortir les bagages. Donc nous, on était déjà dessus. La pluie est tombée avant-hier nuit. Hier, il n'a pas plu. On a vu l'eau arriver brusquement et ça a inondé toute notre maison. 2 maisons tombées et le reste est inondé. Le marché de Seba, la Sonapos et de nombreuses concessions se retrouvent dans l'eau. D'après les autorités provinciales en charge de la solidarité nationale et de la famille, le bilan provisoire est de 1179 personnes sinistrées, dont 590 à Seba et 204 maisons effondrées, dont 136 à Bougoubiel dans la commune de Titabe. L'élan de solidarité de la population a permis de parer au plus urgent et l'État attend pour sa part jouer sa partition face à ce sinistre. Nous avons saisi en tout cas le CONASUR à partir de Ouagadougou et le matériel en route, que ce soit les tentes, le matériel de suivi et des vivres. Au moment où nous quittions les lieux, Seba était quasiment inaccessible, à l'instar de ce camion bloqué à 10 km à l'entrée de la ville. Et le réseau africain des femmes scientifiques et ingénieurs acquis à la cause des énergies renouvelables ambitionne pour ses membres une meilleure connaissance de l'utilisation de ces ressources énergétiques. Plus ce qui devrait leur permettre donc d'être plus efficaces dans la promotion de ces sources d'énergie. Un atelier sur l'utilisation des énergies renouvelables dans une approche intégrée est initié dans ce sens à Ouagadougou. Des précisions avec Paul-David Bambara et Moumouni Soubega. 2 questions font l'objet d'échanges à cette rencontre, l'utilisation des énergies renouvelables et l'amélioration de la performance des filles dans les filières purement scientifiques. À travers cette séance de réflexion, le réseau africain des femmes scientifiques et ingénieurs veut promouvoir un partage d'expériences pour développer le programme ELA, c'est-à-dire Eau, Lumière, Aliments. Le réseau des femmes scientifiques et ingénieurs s'est intéressé rapidement à la question d'énergie depuis sa création. On a fait plusieurs activités en rapport avec l'économie d'énergie, car il y a une incidence réelle de l'économie d'énergie sur la vie des familles. Le représentant du ministre de l'Énergie salue l'initiative des femmes scientifiques réunies en réseau pour partager les expériences sur la question. Il affirme la disponibilité du gouvernement à les accompagner dans cette lancée. C'est une vraie problématique qui nous intéresse et donc nous sommes venus leur dire que nous les soutenons et surtout venir expliquer cette politique pour que tout le monde comprenne aujourd'hui que l'avenir de demain passe par le renouvelable et donc au Burkina Faso, avec tout le taux d'ensoleillement que nous avons, tout est mis en œuvre pour que d'ici 2020, le maximum de notre production soit basé sur le solaire. Créé en septembre 2000 au Mali, le réseau regroupe des associations et ONG des femmes scientifiques et ingénieurs issus de 9 pays africains. Il s'est fixé pour objectif de jouer un rôle de plaidoyer en faveur des filles en vue de la promotion de l'éducation scientifique. Le réseau contribue aussi au renforcement des capacités de ses membres en matière de promotion des énergies renouvelables. La 5e édition du Forum ouest-africain du développement des entreprises aura lieu du 21 au 23 février 2018. Les hommes et les femmes chargés de l'organisation de l'événement sont connus. Le comité de pilotage d'Africalia 2018 est installé avec pour mission d'être actif avant,
pendant et après l'événement. Nous suivons des précisions avec Vincent Kendrevego. Un comité de pilotage de 7 membres chargé d'orienter et de superviser les activités du comité technique qui, lui, comprend 10 membres. Voici l'ossature de l'équipe qui a la charge de réussir l'organisation de la 5e édition du Forum Ouest africain de développement des entreprises, Africalia, un forum qui se tiendra du 21 au 23 février 2018. Nous pensons dans ce comité pouvoir organiser avec beaucoup de sérieux Africalia 2018 qui aura lieu normalement en février. Et ce comité aura pour objectif non seulement d'installer les points focaux dans nos ambassades, de stimuler les entreprises des 4 coins du monde. Selon le premier vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina, initiatrice d'Africalia, ce forum entend s'imposer comme un cadre qui offre des opportunités réelles aux PME de l'Afrique de l'Ouest. Africalia va réunir près de 400 chefs d'entreprise de quasiment tous les continents. Africalia commence à être connu à travers le monde et Africalia commence à être une référence. Nous avons organisé de telle sorte que chaque chef d'entreprise aura au minimum 12 rendez-vous. Et nous ne nous contentons pas seulement du tourisme des chefs d'entreprise, nous souhaitons qu'il y ait des résultats et des résultats réels. À cette 5e édition d'Africalia, 20 pays seront représentés, avec à la clé 6000 rendez-vous d'affaires au programme. Nous nous rendons à présent à Soglzi pour le lancement du projet promotion de l'agroforesterie par le Jatrofa. À la base de ce projet, la lutte contre la pauvreté des populations rurales, la culture de cette plante est une source de revenus complémentaires, soutient le promoteur le Lalenaba Tigré. Et pour joindre l'acte à la parole, 110 plants de Jatrofa sont offerts à 100 paysans dans la commune d'Apelgo. 110 000 plants donc offerts à 100 paysans dans la commune de d'Apelgo, Roger Bembamba et Oumoussissé. Du Jatrofa pour promouvoir l'agroforesterie à Soglisi dans la commune rurale de Dapelgo. Une première pour les paysans de cette partie du Burkina. Et pour le lancement de ce projet, ce sont plus de 100 000 pieds de Jatrofa qui ont été offerts à 100 paysans. Nous allons travailler avec joie et abnégation parce que cela est avantageux pour nous, nos enfants et nos femmes. Elle va nous sortir de la pauvreté et cela va éviter que les jeunes migrent. Le paysan peut vendre les fruits de Jatrofa à notre industrie ou à d'autres et préserver son alimentation et pouvoir joindre les deux bouts. Donc c'est une source de revenus complémentaires que nous créons à travers le Jatrofa et aussi un bénéfice pour l'environnement. Pour la bonne marche de ce projet, le promoteur et les bénéficiaires peuvent compter sur l'accompagnement du ministère en charge de l'environnement. Nous avons d'abord le souci de l'accompagnement technique, également de l'encourager, de faire la promotion de ce qu'il est en train de faire, mais également nous avons des projets, par exemple en relation avec les Jatrofa, et que nous pouvons rentrer en relation pour que nous puissions voir dans quelle mesure nous pouvons travailler ensemble. Pour voir les retombées du projet selon le promoteur, rendez-vous est donné dans 3 ans pour son évaluation. À cette cérémonie de lancement du projet pour la promotion de l'agroforesterie à base de Jatrofa, le Lalenaba Tigré et ses invités ont procédé à la pose de la première pierre d'une maison témoin des résultats d'exploitation du Jatrofa. À l'étranger, la Turquie connaît une purge sans précédent au lendemain du putsch manqué il y a 1 an. Dans ce pays, plus de 100 000 fonctionnaires perdent leur emploi et 50 000 personnes interpellées. Les médias, la justice, aucun domaine n'est épargné. C'est donc un premier anniversaire comme si c'était hier. Au lendemain de la tentative de coup d'État, le pouvoir turc déclenche une purge qui atteint des proportions inédites. Plus de 50 000 arrestations, environ 100 000 fonctionnaires suspendus ou renvoyés. Des chiffres officiels qui témoignent de la violence de cette riposte ordonnée par le président Erdogan. Policiers et militaires sont les premières cibles de ce grand nettoyage qui vise aussi des juges, procureurs et gouverneurs locaux, mais aussi des enseignants et universitaires. 1 millier d'écoles privées et une vingtaine d'universités sont fermées.
Le régime turc, qui dit vouloir éradiquer ce virus de la société, cible les partisans de Fethullah Gülen, le prédicateur exilé aux États-Unis et accusé d'être l'instigateur de ce coup d'État. Les médias n'échappent pas à cette purge. Plus de 160 journaux, chaînes de télévision, radio, agences de presse, magazines ou sites internet ont ainsi été fermés et plus de 150 journalistes emprisonnés. L'opposition est également visée. En premier lieu, le parti pro-kurde HDP. Des députés ont été incarcérés. En tout, près de 170 000 personnes feraient l'objet de poursuites judiciaires. L'ONG Amnesty International a dénoncé une purge arbitraire. Une vague de procès est en cours en Turquie depuis le début de l'année. Des soldats impliqués dans le coup d'État ont été condamnés à la prison à vie. Et la France qui célèbre ce jour le 14 juillet dans un contexte de tension internationale pour la première fois, la première fête nationale française du mandat d'Emmanuel Macron avec Donald Trump comme invité d'honneur. Le grand défilé militaire sur les Champs-Élysées n'a pas oublié le drame de Nice il y a un an, jour pour jour. Et la fanfare qui referme le défilé offre un moment musical assez spécial comme nous le voyons ici dans les images. Et pour finir, retour au Burkina Faso où les quotidiens de ce 14 juillet parlent de la découverte de nouveaux charniers en RDC. Et pour l'actualité nationale, c'est le 6e traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso qui retient l'attention des parutions. Et c'est Touboum Evelyne Dabiré qui feuillette les journaux pour nous. C'est la 6e conférence du TAC, le traité d'amitié et de coopération Burkina-Côte d'Ivoire, qui est la une des parutions de ce 14 juillet. Une édition qui se tient du 13 au 18 juillet, informe le quotidien. Et en prélude à cette conférence, les experts des deux pays se réunissent du 13 au 15 pour évaluer la mise en œuvre des décisions de la 5e édition, mais aussi valider les projets d'accord, explique aujourd'hui au Faso. Mais quels sont les fruits tangibles de rencontres du TAC, questionne l'observateur Palga. Beaucoup d'acquis dans le secteur de l'électricité et du commerce, répond Sidoya. Hors du Burkina, 38 nouveaux charriers ont été découverts en RD Congo. Cette découverte faite par les Nations Unies porte à 80 le nombre de charniers découverts depuis août 2016, informe Sidoya. Le pays interroge alors, le Kansai est-il un cimetière à ciel ouvert? Question légitime selon l'observateur Palga, qui explique que chaque semaine apporte son lot de découvertes macabres. En plus, rien ne dit que les fosses communes jusque-là découvertes ne sont que la partie visible de l'iceberg. Peut-être que la partie immergée cache-t-elle beaucoup plus d'horreur, écrit le pays. Mais qui sont les victimes? Qui en sont les responsables? Écrit l'observateur Palga. Difficile d'y trouver réponse, affirme Sidoya, car explique le pays, il aurait été de bon ton que les autorités de la RD Congo laissent les enquêteurs de l'ONU agir en toute indépendance pour faire la lumière sur ces événements. Mais en s'opposant aussi farouchement à une commission d'enquête internationale, tout porte à croire qu'elles ont quelque chose à cacher. Et à l'allure où vont les choses, affirme ce journal, la RDC n'est pas à l'abri d'une guerre civile. Et ce journal de conclure, c'est un mal que nul ne peut raisonnablement souhaiter à un pays. Et voici qui met un point final aux actualités de la mi-journée. Merci de nous avoir reçus chez vous. Un excellent après-midi à tous et à toutes.